Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Sarah et bonjour à tous. Alors cette semaine, j'ai préparé une émission à Prissac. Je crois que c'est ça, oui. C'est ce que tu m'as dit en tout cas. Moi, je te fais confiance. Voilà. Une semaine sur deux, c'est toi qui prépares. L'autre semaine, c'est moi. Et là, tu m'as dit on va à Prissac. On va dans la Brenne, j'ai dit. C'est dans la Brenne, Ouais. Prissac, ça doit être là. Voilà. On va découvrir de très belles choses, Laurent. Alors, je crois qu'il y a un musée qui comprend 3 musées en un. C'est bien ça? Ouais. On va y aller faire un tour. Ce sera ta visite guidée. Oui. Et toi, ton portrait du jour? Alors, je crois que c'est un sculpteur, mais qu'il travaille avec des outils un petit peu particuliers. On n'en dit pas plus. Vous découvrirez ça. Inquiétant? Hmm, Non. Ça dépend. Si vous avez... Il y a un film d'horreur qui rappelle Je un crois. petit peu cet outil-là, je crois. Bon, on mais- dit rien. Non. Allez, mystère. On commence en tout cas l'émission par une petite présentation. C'est La carte postale. Cette semaine, nous allons à Prissac, une petite commune de 738 habitants, située au sud-ouest du département de l'Indre. Prissac s'étend sur 6200 hectares, avec un réseau de voirie de 50 km. Elle fait partie du parc naturel régional de la Brenne et appartient à la communauté de communes Val d'Anglin. Elle compte 3 monuments historiques, l'église qui est en pleine rénovation, le château de la gare de Giron et l'ancienne commanderie. Elle dispose de nombreux services pour sa population. À visiter également les 3 musées pour se replonger dans les ambiances postales de l'époque ou encore dans l'histoire de Gutenberg. De nombreux trésors sont à découvrir. Prissac est une commune dynamique où les associations se bougent. Bel exemple avec l'association ULM L de Brenne. Quand la météo le permet, elle vous propose de découvrir votre région comme vous ne l'avez jamais fait à l'aide de 3 disciplines de vol. Dans la commune, vous pourrez découvrir de drôles de sculptures en bois. Patrick Vanningen, ancien bûcheron, voue une véritable passion à sculpter ses animaux à la tronçonneuse. Des curiosités qui ne vous échapperont pas si vous restez sur Big TV. Denis, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce beau musée de Prissac. Alors, pour bien comprendre, vous allez être notre guide parce que c'est un grand musée qui est divisé en 3 espaces, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc la partie principale, c'est la partie consacrée au machinisme agricole. Ensuite, le musée du facteur rural et l'espace Gutenberg qui est la partie la plus exiguë, on va dire. D'accord. Alors déjà, donc là, on va expliquer un petit peu à nos téléspectateurs. On est dans la partie de la poste rurale. Effectivement, là vous êtes dans le musée du facteur rural, donc créé en 1993. Les amis du musée du facteur rural se chargent de récupérer encore aujourd'hui beaucoup de matériel et de revoir régulièrement la scénographie et l'exposition existante. D'accord. Alors il y a des pièces d'avant et il y a des pièces d'aujourd'hui, j'imagine. Oui, tout à fait. On parcourt, on va dire en gros, de l'époque sandienne jusqu'à la période actuelle. D'accord. Et donc il y a des petits clins d'œil là. On va les voir à l'image Oui. par rapport à Sainte-Sévère, par exemple. Sainte-Sévère, effectivement, où le film Jour de fête a été tourné en 1947. Donc oui, il était important, puisque on est toujours dans le département de l'Indre, de faire une évocation de Tati et de François le facteur. D'accord. Et puis une très très belle cabine. Oui, très belle cabine téléphonique en bois des années 30-40, on va dire, avec des plaques émaillées de l'époque où il y a notamment une mention défense de fumée et de cracher. Alors ça peut prêter à sourire aujourd'hui, mais c'était par rapport au risque de tuberculose à l'époque. D'accord. Alors vous êtes animateur sur le site. Voilà, C'est tout à ça. fait. Je suis animateur, donc avec ma collègue Annette, nous nous chargeons de faire vivre ce lieu voilà, tous les ans, avec des expositions temporaires aussi, etc. D'accord. Je vous propose, Denis, de prendre votre vélo Oui. et de nous amener à l'espace Gutenberg. Tout à fait, volontiers. Denis, donc nous nous trouvons dans l'espace Gutenberg, une très très belle pièce. Expliquez-nous un petit peu ce que l'on peut y trouver. Alors en fait, vous trouvez les 2 parties, la partie composition, la partie impression. Donc la partie composition, notamment avec les cases typographiques que vous avez ici qui contiennent le caractère mobile. Cette machine aussi, la linotype, qui est très intéressante, qui elle sert aussi à la composition, mais là c'est pour la composition mécanique et composition en ligne. Et ensuite les machines à imprimer pour faire l'impression papier. D'accord. Alors une machine, je crois que l'on doit à quelqu'un qui vous est cher, qui est parti. Claude Malgras, oui, qui nous a quittés en 2006, qui était typographe de métier. C'est lui qui a créé cet espace en 1996. D'accord. Et donc oui, c'est lui dont on salue la mémoire. C'est vraiment lui qui était à l'origine de cet espace. Alors il y a des pièces importantes, je pense à celle qui est là-bas, qui était manuelle, c'est ça? Oui, voilà. Alors vous avez différents types de presses, des presses électriques, mais évidemment, effectivement, avant des presses
manuel. Alors là, ça fonctionne même au pied, hein. Il fallait actionner une pédale, donc on imagine quand même le labeur de ces personnes à cette époque. On imagine. Et puis derrière nous aussi une pièce qui vient de Loches, une pièce importante. Oui, alors ça c'est une presse format journal qui vient de l'imprimerie La Renaissance Lochoise que nous avons récupérée il y a plusieurs années. Et en fait, le journal local de Loches, le Réveil Lochois, était imprimé sur cette presse. D'accord. Comment vous faites pour trouver toutes ces machines Souvent, les personnes nous contactent. Hein. Ce sont les personnes qui prennent contact avec le musée et on se charge de voir si oui ou non on peut récupérer. Alors, je crois que vous avez encore des trésors cachés, Oui. pas très loin d'ici. On va continuer notre visite si vous voulez bien, Denis. Très volontiers. Donc, Denis, en fait, là, nous sommes dans la 3e pièce, un hangar assez conséquent. Tout à fait, un local ici de 1500 mètres carrés qui abrite une grande partie du musée du machinisme agricole. Alors, il y a combien de pièces ici? Combien de tracteurs? Alors, en tracteur, on en a à peu près une trentaine, une quarantaine, mais après, bon, on a d'autres grosses machines, batteuses, locomobiles, on a aussi de l'outillage manuel, enfin vraiment tout ce qui touche au monde agricole en fait. Il y a des pièces qui sont vraiment très intéressantes, oui, très rares. On a un très très beau manège du milieu du 19e siècle, un manège à 3 chevaux qui entraînait une batteuse en poste fixe, donc ça c'était utilisé en communauté. Quelles sont les réactions des visiteurs? J'imagine qu'ils doivent être époustouflés quand ils rentrent. Ils sont surpris, oui, déjà. On nous demande souvent combien il y a d'habitants à Prissac. Parce que pour une petite commune comme ça, les gens sont très souvent surpris de voir la culture au pluriel et de voir effectivement un aussi grand espace consacré à la vie rurale locale. D'accord. Il n'y a pas une ambition d'ouvrir encore une 4e salle? J'aimerais bien, j'adorerais, parce qu'on a encore plein de choses en stock, mais bon, bah là, il faut voir aussi avec le budget municipal. Donc une vraie mine de trésors à Prissac. En tout cas, oui. on vous remercie infiniment de nous avoir fait cette visite guidée. Je vous en prie, c'est moi. Et puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, à présent, dans cette émission à Prissac, nous allons aborder une thématique qu'on aborde régulièrement dans Marivol. C'est le problème de la désertification rurale. Dumitru Bishan, bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes médecin, installé à Prissac depuis peu de temps. Depuis combien de temps exactement? Je fais 2 ans en août. Ça fera 2 ans en août. Oui. Alors, on l'entend un petit peu à votre accent, même si vous parlez très bien français. Vous êtes originaire de Roumanie. Oui, je suis roumain. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé, vous, médecin roumain, à vous installer ici à Prissac? Racontez-nous cette aventure assez étonnante. Oui. C'est un tout peu d'hasard aussi. J'ai connu c'est une collègue qui était avant moi ici, dans cette région, à Saint-Léger-Magnésie, en Haute-Vienne. Une trentaine de kilomètres, c'est ça? 30 kilomètres d'ici, oui. Avec son aide, je suis venu ici. Oui. Vous avez appris qu'il y avait de la place pour un cabinet de médecin. On recherchait un médecin. Oui, je suis venu la première fois en mai 2010. Je me présentais au conseil municipal de Prissac. Et en août, je suis venu pour rester. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici? Au départ, vous étiez médecin militaire, hein, je crois, à Craiova. Oui, j'étais médecin militaire jusqu'au 2002. J'ai travaillé comme médecin de famille après. Jusqu'en 2010 en Roumanie. J'avais un cabinet médical au centre-ville. Et c'était la situation économique de Roumanie. Et moi, j'ai deux filles. J'avais 2 filles en faculté. Et il faut soutenir cette... Oui, vous avez besoin financièrement de pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Oui. Parce qu'étant retraité de l'armée, ce n'était pas suffisant. Non. Alors, il se trouve que le hasard a bien fait les choses, parce que d'un côté, vous manquiez de travail en Roumanie, c'était pas facile, et en même temps, en France, en tout cas dans les communes rurales, on manque de médecins. Oui, mais il y a beaucoup de médecins roumains qui sont venus ici en France. Dans cette région, c'est un médecin à Châtillon-sur-l'Indre, c'est un autre médecin à Besançon. Il faut dire une chose, c'est que la Roumanie a aussi une culture francophone très très ancrée. Oui, la France a été toujours la grande sœur de Roumanie. Ouais. Si vous cherchez dans l'histoire de Roumanie, vous pouvez trouver des grands Français qui ont été là. La faculté de médecine de Bucarest s'appelle Charles d'Avila.
qui a été un général français qui a réorganisé les services médicaux dans l'armée romaine. D'accord. En tout cas, vous, depuis 2 ans ici, vous vous plaisez, vous avez réussi, vous avez l'impression à vous nouer d'amitié avec la population ici à Brissac? Je suis Brissacois déjà. Ouais. Tout le monde me connaît, j'ai beaucoup d'amis, je suis intégré très bien ici. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis ici aujourd'hui, puis de nous avoir présenté votre activité. Nous, on poursuit l'émission à présent avec le portrait de la semaine. On va voir Patrick Van Ingen, il est sculpteur et il sculpte avec de drôles d'instruments, vous allez voir. Alors, cette passion, elle est venue, d'abord j'ai été bûcheron pendant une 30aine d'années. J'ai abattu des bois pour les scieries en forêt domaniale, un peu partout, dans les forêts privées. Et un jour, je me suis intéressé aux essences des bois qu'on trouve dans nos régions et ça m'a inspiré de vouloir faire de la sculpture. Et j'ai commencé il y a une 30aine d'années à faire de la sculpture manuelle. Et grâce à ça, par la suite, des années plus tard, j'étais un peu blasé de faire de la sculpture manuelle parce que ça demande énormément de temps et pour faire des petits objets, je me suis dit, comme je m'entraînais bien à la tronçonneuse, pourquoi pas essayer à la tronçonneuse. Et cette passion m'est venue il y a 3 ans de faire la sculpture à la tronçonneuse et c'est resté. Aujourd'hui, je développe ça. Ça me plaît et on peut créer des choses assez rapidement. Par contre, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, il faut être très concentré pour chaque objet qu'on veut faire, le réfléchir et puis après, ben, on met en œuvre, quoi. Ça vient tout seul, quoi. Il faut s'inspirer sur quelque chose. Si je dois réaliser un animal, une tortue ou une oie ou un hibou, je le réfléchis pendant quelques temps. Je commence à faire un dessin sur la sculpture et à la tronçonneuse et ensuite je le mets en relief si ça me plaît. La particularité, c'est de travailler sans plan. C'est ce qui est intéressant. À moins que je dois réaliser le chien ou un chat pour quelqu'un qui veut son chien ou son chat ou un animal quelconque. Là, il faut que j'ai besoin d'une image ou une photo de profil et de face pour savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. Tous ces objets qui se trouvent ici, c'est inspiré de moi-même. La carpe aussi, je n'ai pas de plan, je réalise ça directement sur un tronc. J'aime bien le geste, il faut que ça soit rapide, voilà, et que ça sorte quelque chose de joli. Et ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que beaucoup de gens me disent que c'est assez réaliste ce que je fais. Et bon, j'apprends sur le tas, quoi. C'est quelque chose qui vient tout seul. Il faut avoir l'envie, l'amour du bois, ça c'est sûr. Il faut être patient aussi des fois, ça ne va pas tout seul. Mais ces choses-là me viennent comme ça d'instinct et c'est ça qui fait le charme aussi de tout ça, quoi. Après, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est à travers ce que je fais plaisir aux autres aussi. Donc ça, c'est important.
Monsieur Touzé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire de la commune de Prissac. Oui, maintenant c'est mon deuxième mandat, oui. Alors j'ai cru comprendre que vous avez essayé de redonner un petit coup de boost, un petit coup de vitalité à cette commune. Est-ce exact? Disons on a essayé, mon équipe et moi, parce que je ne suis pas le seul, hein, Bien sûr. de redonner un petit peu de souffle à cette commune, de souffle auprès des artisans, auprès des commerçants, auprès du monde agricole, et aussi auprès pour relooker un petit peu, relooker un petit peu la commune. D'accord. Alors quels ont été les projets que vous avez menés à terme? Alors nous avons commencé par les projets de la réhabilitation de rues. Bon, on a aussi comme projet de continuer par l'aménagement de la place et la rue principale qui descend vers la route de Saint-Benoît, qui fera l'objet de travaux dans quelques années maintenant. D'accord, vous parlez d'aménagement. Là, derrière nous, on a l'église qui est en plein travaux. Alors nous avons mené qu'on équipe 2 gros chantiers, la réhabilitation et la restauration de l'église, qui est un immense chantier pour une petite commune. Hein. Et nous avons aussi mené un autre gros projet en même temps, c'est-à-dire la construction d'une salle des fêtes, qui est aussi un immense projet qui pas loin d'1 million d'euros aussi. Donc monsieur le maire, vous avez beaucoup œuvré aussi pour le côté sportif sur la commune. Je pense, on l'a vu dans l'émission au terrain communal destiné à l'ULM. Le terrain de l'ULM est aussi un projet assez ancien, puisque c'est mon prédécesseur, M. Louveau, qui a travaillé dessus. La mairie a contribué aussi à la construction des hangars et assure une grosse partie de l'entretien au cours de l'année. Mais nous sommes récompensés par la qualité de la prestation du club du LM. Très bien. Et puis vous avez aussi des jeunes sur la commune, je pense aux jeunes qui tiennent le restaurant, très très sympa d'ailleurs, un petit clin d'œil. Alors l'activité on va dire professionnelle, elle est, je pense, très importante pour une petite commune de 700 habitants. L'activité de bouche très de qualité, c'est aussi le restaurant. Et une activité qui a été mise en place maintenant un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Des atouts positifs pour le tourisme dans la région. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la commune? D'abord que les gens, les gens qui travaillent restent en bonne santé. Juste un petit mot sur les Anglais qui participent énormément, je crois. Prissac fait le Téléthon tous les 2 ans. Alors nous avons 5 couples ou 6 couples d'Anglais qui préparent des mets, des gâteaux, des condiments et qui mettent gracieusement à la vente au bénéfice du Téléthon. En tout cas, on parlait de la communauté anglaise, on va vous quitter, on va aller dans un château justement de John Porter, ça me permet de rebondir, le château de la Motte avec Laurent qui va découvrir ce très beau château. Merci en tout cas monsieur le maire de nous avoir accueillis. Merci de votre visite. Eh bien, comme vient de le dire Sarah, effectivement, nous sommes en compagnie de John et Jennifer Porter. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre magnifique propriété. Alors, effectivement, Sarah vient d'insister un petit peu là-dessus, mais il y a apparemment de nombreux Anglais qui s'installent dans la Brenne. Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, en commençant par vous, Jennifer. Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Je sais que ce n'est pas la première maison que vous avez dans le Berry, mais qu'est-ce qui vous a attiré dans cette région? Oh, la vie ici, le Brenne, la Brenne. La Brenne. Ouais. La Brenne. La Brenne, c'est ça. Et les animaux, la vie, les gens, tout. Et vous, John, vous allez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, cette rencontre au départ avec cette région du Berry. Alors, nous avons eu des amis qui étaient déjà ici et ils nous ont invités et donc on est arrivé, on a aimé la région, on a cherché quelque chose à acheter et nous avons trouvé une petite fermette à Mérigny, juste à l'autre côté du Blanc. Ouais. Et on a acheté comme une maison secondaire. Ouais. Et puis finalement, quand nous sommes retraités, on a décidé de prendre notre retraite en France. Voilà, nous sommes ici. Définitivement. Définitivement. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui change ici par rapport à votre vie d'avant et qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement? Oui, ici c'est plus calme. Ouais. C'est la calme et l'air est très clair. À Londres, tout est sale, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. Et
C'est mieux ici. Alors, vous étiez enseignants tous les deux à Londres. J'imagine que vous avez gardé beaucoup d'amis et que vos amis viennent vous voir. Oui, nous avons beaucoup d'amis. Ouais, ouais. On était beaucoup et la famille aussi. Ouais. Avec une maison comme celle-ci, on a beaucoup d'amis, je crois. D'un seul coup. Toujours. Oui, c'est utile d'avoir une maison assez grande pour la famille et des amis ensemble. Ouais. Jennifer et John, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis, en tout cas dans cette émission. Et puis, nous, on continue notre visite de Prissac. Michel, bonjour. Merci de nous accueillir sur ça s'appelle comment, une base? C'est une plateforme ULM. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut... c'est une plateforme municipale? Alors oui, c'est un terrain municipal qui est mis à notre disposition. On gère sous une forme associative cette plateforme pour appareils ultra-légers motorisés. Donc, on a plusieurs disciplines, je crois. Il y en a 3, c'est ça? Alors ici, de représentés, il y en a 4. Le paramoteur, avec aile de parapente et puis décollage à pied. Vous avez derrière moi une autre représentation d'ultra-léger motorisé sous forme de 3 axes, qui se rapproche de la forme avion. Un peu en arrière-plan le pendulaire. Et puis on a également un autre camarade qui pratique l'autogire, qui par son principe pourrait ressembler à l'hélicoptère, mais on est un petit peu éloigné. D'accord. Donc voilà, ce sont des disciplines, vous êtes tributaire du temps et malheureusement aujourd'hui vous n'allez pas nous accorder un petit vol, mais c'est l'inconvénient c'est un sport, c'est... Alors bien sûr au niveau du vol, la météo est un critère à respecter de façon scrupuleuse. Vous voyez qu'aujourd'hui trop de vent, trop de thermique, des conditions qui ne permettent pas de décoller, de vous faire plaisir pour vous faire un petit baptême. Malgré ça, c'est un sport parce que ça se pratique avec bien sûr des conditions très scrupuleuses à respecter pour la sécurité. Cette activité est régie par l'aviation civile. Nous sommes également, nous faisons part intégrante de la fédération d'ultra-légers motorisés. Combien d'adhérents? Combien de... On a au sein de notre association, c'est fluctuant, à peu près en ce moment 25 adhérents, une douzaine de pilotes répartis dans les 4 disciplines qui sont en activité sur notre plateforme. D'accord. Et puis ma dernière question, quelle sensation, quel sentiment éprouvez-vous lorsque vous êtes en haut? Alors c'est quelque chose qui s'explique difficilement pour que ce soit compris quand on reste au sol. On le ressent quand on est dans la 3e dimension, dans les airs. C'est quelque chose d'extraordinaire, oui. C'est une autre façon de voir l'environnement dans lequel on vit. Et c'est vraiment en le pratiquant qu'on a des sensations très fortes. Merci Michel pour cette présentation. Merci. Eh bien Sarah, voilà, c'est la fin de cette émission. Oui. Je le dis toujours, mais c'est vrai que les meilleures choses ont une fin. Et oui. Malheureusement. En plus, on termine un peu dans un cadre. En plus, on a un magnifique paysage. Voilà. On va remercier d'ailleurs nos hôtes de nous avoir accueillis dans ce magnifique château. Sympathique, hein. John et Jennifer qui sont là, vous les voyez pas, ils sont hors champ, mais on est chez eux dans leur jardin et ils ont une magnifique vue. C'est sympa. C'est sympa. Je viendrais bien passer des vacances ici, moi. Écoute, peut-être je vois quelques tables, une petite terrasse. Qui sait, peut-être on pourra revenir. Voilà. Parce que là, on est déjà au début de l'été, mais on dirait pas avec le temps qu'on a eu aujourd'hui. Il fait froid. En tout cas, on peut revoir cette émission sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. www.bip-tv.fr. C'est parti, à la semaine prochaine, Sarah. À la semaine prochaine, Laurent. Au revoir. Ciao. À tous.